va pouvoir passer aux questions, si vous en avez. Hop. Alors, où est-ce que je suis? Je suis ici. Et j'y arrive. Voilà. Arrêter le partage. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Ah, super. Alors, je ne sais pas comment on peut faire, si vous voulez. Je ne sais pas qui veut réagir peut-être ou commenter. Oui, Caroline. Alors, moi, j'ai une question. Je voudrais savoir si tu as été inspirée. Déjà, c'était super. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. Et je voulais savoir si tu as été inspirée pour pouvoir faire ça parce que tu fais toi-même de la musique et que tu as voulu questionner au niveau philosophique, justement, de la musique. Alors ouais, alors après moi je suis plutôt amatrice, hein, je me considère pas trop comme musicienne dans le sens où moi j'ai pas un parcours de conservatoire. Enfin d'ailleurs quand j'ai démarré les séances avec les élèves j'étais un peu stressée parce qu'ils savent lire des partitions, ils savent jouer, etc. C'est des vrais musiciens. Moi je pratique à titre un peu amatrice. Non, c'est plutôt que j'ai toujours aimé la musique moi-même, donc j'ai trouvé ça intéressant de questionner ça et souvent quand j'ai fait des recherches j'ai plutôt trouvé en tout cas des questionnements à partir des textes. Mais moi, comme j'écoute, alors c'est peut-être aussi lié à ma culture, j'écoute pas beaucoup de musique française en fait. J'écoute beaucoup de musique non française. Et puis notamment dans le métal, il n'y a pas du tout enfin, le rapport au texte est particulier parce qu'il faut déjà réussir à trouver, décrypter les paroles. Donc je me suis rendu compte que j'écoutais beaucoup de musique pour la musique en elle-même en fait, pour ce que ça me faisait. Et donc j'ai voulu questionner ça par rapport à ce prisme-là, quoi. Mais je sais pas si ça répond à ta question. Oui, complètement. Je te remercie. Nathalie? Ton micro est coupé. Voilà, j'ai retrouvé mon micro. Merci beaucoup, en effet, c'était vraiment passionnant et je suis contente parce que je n'avais pas pu aller te voir à l'UNESCO, donc je suis contente de ce rattrapage. Merci. Et moi, je suis intéressée par ton envie de refaire cet atelier, mais avec des enfants en dehors d'une école de musique. Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux vraiment garder la même trame ou est-ce que tu vas devoir l'adapter? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou Mm. Oui, j'ai un projet qui va démarrer avec un collège, là, dans pas très très longtemps, dans les semaines qui arrivent, un collège, voilà. Et je pense que je voudrais essayer, oui, de garder un peu la même structure. Après, on n'est pas sur les mêmes temps. Au collège, on est à 55 minutes de cours. Donc, je vais devoir adapter et certainement enlever certains supports. Mais par contre, dans le format, je pense que je vais vraiment essayer de la tester comme ça, ouais. Ouais. Ouais, ou peut-être une séance sur 2 ou enfin non, je veux dire une séance de l'école de musique, la placer sur 2 séances au collège ou est-ce que tu crois que ça Je pense que ça peut être difficile. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des autres séances, mais à chaque fois, c'est toujours porté. Enfin, j'ai à chaque fois un support ou plusieurs supports pour la même question. Donc, ça me paraît très difficile de scinder en fait l'ensemble. Je pense qu'il faut mieux que je mette moins de supports, mais peut-être c'est une erreur de ma part, hein. Moins de supports et du coup avoir quand même cette structure-là où on a ces écoutes, ces différentes écoutes qui je pense sont importantes. Et puis avoir quand même après ce temps de débat et de métacognition, de synthèse métacognition. Ouais. Mais à voir, je te tiendrai au courant quand j'aurai essayé. Oui, avec plaisir. Mm. Merci. Merci Nathalie. Sophie, je vois que tu lèves la main. Oui, donc merci, ça m'a passionnée parce que moi, je suis au départ prof de musique, hein, et je voulais savoir comment tu avais convaincu le professeur de formation musicale, quel était le retour de l'équipe pédagogique, voilà, comment tu as pu donner l'envie. Comment ça s'est fait? Alors en fait, donc je suis musicienne amatrice, mais je prends des cours à l'école de musique. Donc j'avais parlé un peu à mon professeur et au directeur de l'époque de ça. Et puis en fait, quand j'en ai parlé à l'enseignante de formation musicale, elle a été tout de suite. Je ne sais pas si elle est connectée d'ailleurs, je crois pas. Je crois pas l'avoir vue. Mais en tout cas, elle était très, très enthousiaste en fait, et elle avait aussi travaillé elle-même sur cette question du son et du bruit dans son mémoire de mémoire. Voilà, donc ça n'a pas été très difficile à convaincre en fait, hein. Ça s'est fait assez naturellement en fait, ouais. Mais en tout cas, c'était passionnant parce qu'on voit à quel point, à mon avis, ce questionnement est essentiel dans le parcours de formation des enfants.
C'est-à-dire que c'est pas simplement on apprend un instrument de musique et on va être dans la répétition. Et à mon avis, il y a plein de thématiques encore à exploiter. C'est une bonne entrée. Parce que quand on écoute les profs, par exemple, de formation musicale, beaucoup se plaignent, ah, ils travaillent pas, et c'est ça. Donc, des choses comme la conscience du travail, le goût de l'effort. À mon avis, je pense que les écoles de musique étant en pleine transformation, en pleine ouverture, c'est vraiment super intéressant de pouvoir aller dans ces lieux d'apprentissage culturel qui sont aussi des lieux de formation personnelle aussi. Parce que jouer d'un instrument, c'est toute une aventure. Et que de pouvoir y donner du sens, c'est fondamental, me semble-t-il. Oui, et puis c'est vrai que ce que me disait l'enseignante quand on a fait le bilan, c'est que elle trouvait que ça intervenait au bon moment aussi, parce que là, ils étaient en fin de cycle 1 et qu'ils allaient passer vraiment dans la dimension d'interprétation et de réflexion autour de la musique, donc pas seulement dans l'apprentissage pur du codage ou autre, mais vraiment sur cette dimension interprétative. Et c'est là où il faut se poser des questions et que du coup, ça intervenait à ce bon moment-là pour redonner un peu pas du sens à leur pratique, mais un peu qui se réapproprient une autre façon de pratiquer leur instrument, comme tu disais, ouais. Merci. Merci. Bruno, je crois qu'il y a une question de Bruno. Oui. Bonjour Bruno. Merci Manaïg. C'était très intéressant. La question, c'était par rapport à la séquence et au fait que tu aies fait 4 séances. Est-ce que tu as dû réajuster tes séances au fur et à mesure de ce que ont apporté tes enfants? Pas complètement. J'avais déjà ma trame, en fait, moi je suis assez maîtrisante, donc j'avoue que je fais souvent ma trame en avance. Par contre, sur la séance du besoin, non, c'était la séance du pouvoir, pardon. Quand on a questionné le pouvoir, les pouvoirs de la musique avec le fait de savoir si ça pouvait nous rendre meilleurs ou pas, je leur avais demandé de me donner en fait des musiques que eux écoutaient et qu'on a écouté en début de séance, ouais, d'avoir un peu donc entre 2 séances, la professeure de formation musicale avait récupéré un peu leurs inputs, si je puis dire, et on les a écoutés en séance, ouais. Après, ça a été difficile de l'articuler avec ce que j'avais prévu, mais je pense que ça pourrait être une approche de partir de ce que eux écoutent. Enfin, j'étais super surprise parce que du coup, j'avais 12 élèves, 9 à 13 ans, et il y a eu beaucoup de groupes coréens, alors qu'ils ne s'étaient pas du tout concertés entre eux. Donc, c'était un peu... Voilà, j'ai découvert, moi, les groupes coréens, du coup, avec eux. Mais je pense que ça peut être intéressant de partir de cette base-là, ouais. Donc, voilà. Mais j'ai pas transformé, non, ce que j'avais prévu. Je suis plutôt restée sur... Par contre, c'est plutôt après le projet où quand je réfléchis, je me dis, bah, cette séance-là, peut-être il y a des choses que je modifierais, des supports que j'enlèverais, c'est plutôt comme ça que je raisonne. Après, comme là, c'était 4 séances un peu distinctes. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Et juste Oui. une autre question. Est-ce que tu as travaillé un peu avec la professionnelle de musique par rapport aux ateliers? Plutôt en amont. Parce que je voulais lui faire relire mes fiches pour être sûre que j'avais pas fait d'écueil méthodologique. Et puis j'ai plutôt travaillé les attendus en termes de posture. Je lui expliquais comment j'allais fonctionner, comment est-ce qu'elle pouvait intervenir ou pas. Voilà, je m'étais dit si jamais ils avaient des questions spécifiques sur je sais pas, les tierces majeures, j'en sais rien, ou là je suis incompétente, et j'aurais fait un petit signe. Et puis sinon, par contre, sur la partie débat, vraiment les laisser expérimenter leurs idées pour pas qu'on les influence, voilà. Mais c'est plutôt ça qu'on a travaillé en amont. Et puis voilà, j'avais envoyé mes fiches de préparation pour qu'elles puissent vérifier que sur la partie théorie musicale, je dis pas de bêtises, quoi. C'est ça qui est important. Voilà. D'accord, merci. Merci. Alors, on a Caroline et après, il y aura Mathieu. Caroline. Oui. Ouais, donc du coup, Manaïg, oui, bon, comme tout le monde, je trouve ça original en plus parce que c'est vrai que même pour les noms, moi je suis pas musicienne, mais j'ai trouvé des choses, ça me fait réfléchir à beaucoup de choses, donc merci, ce que j'avais pas pu non plus à l'UNESCO, un grand merci. Et moi, ma question était, les autres séances, tu as reconstruit d'autres supports, mais comme le premier, ou tu es partie sur des supports complètement différents? Non, je suis partie sur des supports différents. Alors, je vais peut-être reprojeter juste ma slide. Tac. Non, je suis partie sur des supports un petit peu différents. Alors, pour vous détailler, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé à l'UNESCO. Je ne sais pas si je vais réussir à partager. Je ne suis pas très douée en technique. Voilà.
On va faire juste simple comme ça. Donc, il y avait les 4 séances là, que vous devez voir normalement à l'écran. Donc, la première séance, c'était vraiment sonolangage. Sur la raison d'être, j'ai utilisé 2 supports. Il y avait d'une part un flash mob. Donc, flash mob, c'est les moments où les gens se retrouvent dans la rue à un instant T pour faire une danse ou quelque chose. Et donc là, c'était un flash mob avec le Boléro de Ravel, qui a eu lieu en Espagne, où on voit une personne qui arrive au milieu d'une place, qui commence à jouer de la caisse claire. Et puis, il y a d'autres personnes qui arrivent et qui commencent à jouer du violon, etc. Et ils jouent le Boléro de Ravel comme ça. Et donc, on voit les passants qui s'arrêtent, qui regardent, qui se questionnent. Et puis, au fur et à mesure, les instruments arrivent de plus en plus. Et puis, il y a cet entêtement aussi du boléro qui est un peu hypnotisant. Donc ça, j'avais utilisé ça comme support pour réfléchir sur le besoin humain. On a analysé un peu pourquoi les gens faisaient ça, pourquoi les élèves déjà arrivaient comme ça, qu'est-ce qui faisait qu'ils se regroupaient, et la réaction des passants. Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent, pourquoi est-ce qu'ils regardent, pourquoi est-ce qu'on... Voilà. Et puis, dans cette séance-là aussi, j'ai utilisé la phrase de Nietzsche aussi, qui dit que sans la musique, la vie serait une erreur. On a essayé de comprendre pourquoi. Donc j'avais un peu ces 2 supports-là, à la fois la citation de Nietzsche et puis le flash mob en vidéo pour questionner un peu ce besoin finalement humain de la musique. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. Sur les pouvoirs, j'étais plutôt sur des supports aussi un peu sonores comme ça. Donc sonolangage, avec plutôt... j'avais sélectionné des musiques particulières. J'avais une marche un peu militaire, j'avais une musique un peu d'ascenseur qui adoucit un peu le pouvoir émotionnel, ce qu'on diffuse un peu dans les centres commerciaux. Voilà, j'avais un peu ce type de support. Et sur la dernière séance, la signification avec le langage, j'avais mis en lien des supports aussi sonores avec des cartes Dixit, où c'est là où j'avais essayé de désactiver les micros. Hop. J'avais essayé du coup de mettre en lien des supports sonores avec les cartes Dixit. Donc ils devaient en fait, j'avais sélectionné des supports sonores qui étaient un peu évocateurs de certaines humeurs. Donc certains beaucoup en mineur avec une lenteur du rythme qui évoque un peu la tristesse. Certains qui étaient plutôt très aigus avec une arythmie, donc on est plutôt dans la peur. Des choses très majeures, avec quelque chose d'entêtant pour la joie. Enfin voilà, j'avais sélectionné des supports sonores comme ça. Et ils devaient mettre ça en lien avec les cartes Dixit pour essayer de voir si on dégageait des choses particulières et voir si on communiquait les mêmes choses. Voilà. Et c'est sur cette séance-là où j'avais pris trop de support, il aurait fallu que j'en prenne moins. Mais par contre, c'était assez efficace quand même. C'était assez intéressant parce qu'ils ont assez vite, on a vu des similitudes dans les cartes. Donc voilà, c'était intéressant de voir qu'ils sélectionnaient les mêmes choses, mais pas complètement non plus. Donc est-ce que c'est vraiment un langage? Voilà, c'est ça que j'ai utilisé comme support. Est-ce que ça répond à ta question, Caroline? Oui, complètement. Et quand tu dis trop de support, pour le dernier, c'est trop de cartes Dixit? Non, trop de supports sonores. J'avais 8 supports sonores. 8 supports sonores, et en fait, il aurait fallu que j'en prenne que seulement 4. Parce qu'ils avaient ils étaient par petits groupes, ils avaient plein de cartes Dixit. Et du coup, le temps qu'ils choisissent la carte, qu'ils se mettent d'accord entre eux dans leur petit groupe, etc., finalement, c'était un peu trop. Donc, voilà. Mais, ouais. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai juste, mais comment, je suis assez admirative de comment tu as tout construit et toute la variété de supports que tu as utilisés. Comment tu as fait, par exemple, le flash mob sur le Boléro de Ravel? Pourquoi tu as pensé à ça? Eh bien, après, c'est beaucoup de... Alors, déjà, il faut rendre à César ce qui est à César. La citation de Nietzsche, c'était Johanna qui l'avait utilisée dans un de ses ateliers. Donc, j'avais trouvé ça génial, donc j'ai repris. Voilà. Le flash mob, je crois que j'avais dû trouver ça sur un site de philosophie pour enfants, mais en anglais, d'une personne qui avait fait une petite tentative, mais qui avait parlé de ça. Donc, je me suis dit, tiens. Et après, sur les autres séances, c'était vraiment le livre de Francis Wolff qui questionne sur certains passages cette notion de pouvoir et de langage. Et du coup, il y a plein de références en fait de MP3 qui sont disponibles en ligne et que j'ai réutilisées en fait justement pour ces parties-là. Ouais. Super, ben, un grand merci. Merci. Merci Caroline. Mathieu? Vous m'entendez bien? Super. Salut, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant et impressionnant, toute la construction. Alors, en fait, ça m'a vraiment fait réfléchir sur... il y a 2 choses qui m'ont frappé, et ces 2 choses sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire, en fait, que d'interroger philosophiquement la musique. La première, je me suis dit, mais en fait, si je pense à mon expérience de la musique en première personne, j'écoute jamais de la musique en général,
j'écoute toujours, j'écoute même pas un groupe en général, même pas un genre en général, même pas un album en général, mais j'écoute toujours quelque chose de singulier. Un morceau de musique à tel moment donné, dans telle période de ma vie, à tel âge, et même des groupes ou des genres entiers que j'écoutais à une certaine époque, à d'autres, je peux même plus les écouter, même si j'essaye de le faire. Je sens que ça correspond profondément chaque chose à un âge, à une époque, à des sentiments particuliers. Et donc, je suis jamais... On t'entend plus, Mathieu. Je crois qu'on t'a perdu. Est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends. Vous m'entendez? Ah oui, ça y est, c'est bon. C'est revenu. Donc, la première chose qui m'a frappé, c'était ça. C'était le contre-pied de poser la question en termes de la musique en général, alors que toute notre expérience de la musique, c'est à chaque fois une expérience vraiment très, très... c'est jamais une expérience de la musique en général. C'est subjectif, ni en tant qu'auditeur, ni en tant que joueur. On joue jamais de la musique en général, on joue toujours d'un instrument, d'un style particulier, d'une manière particulière. Et donc, et l'autre chose qui m'a frappé aussi dans la façon dont tu as abordé cette interrogation philosophique sur la musique, c'était une approche de la musique comme un objet, c'est-à-dire quels sont les éléments objectifs qu'on peut qui sont nécessaires pour toute forme de musique en général, quelle qu'elle soit, la rythmique, la mélodie, etc. Et je me suis dit, ben, c'est pareil, en fait, si je pense à mon expérience d'écouter ou de jouer de la musique, c'est jamais de la musique comme un objet, c'est plutôt la musique comme une expérience vivante que je fais. Tu vois, c'est un peu comme quand on parle du jeu, il y a deux manières de parler du jeu, soit comme un objet où on étudie les règles du jeu, les pièces, voilà, soit de parler du jeu comme une activité, comme une expérience que je fais en première personne, et là c'est complètement différent des éléments objectifs. Donc c'est deux choses qui m'ont vraiment frappé. Je me dis, bah, tiens, est-ce que c'était au départ, est-ce que c'était vraiment une réflexion, un choix d'aborder les choses de cette manière-là, comme un contre-pied vraiment à l'expérience concrète qu'on fait de la musique? Et deuxièmement, est-ce que tu as senti le fait que cette approche-là, c'était une limite par rapport au fait qu'en effet, si je parle de la musique en général, en fait, je me rends compte que je n'ai pas grand-chose à dire. Par contre, si je parle de ce que j'écoute comme musique en ce moment, je me dis, tiens, j'aurais beaucoup plus de choses à dire, ou de la façon dont je joue d'un instrument en particulier à tel moment donné, ce serait beaucoup plus incarné et vivant dans ma manière de questionner philosophiquement que si je devais parler de la musique en général et des éléments objectifs qui soient présents ou pas dans toute musique en général. Là, en effet, je me dirais... Ouais. En fait, je comprends. Alors, je vais essayer de répondre. Disons que... alors oui, c'était un choix, puisque c'est une question que je me pose moi-même, vraiment. Parce que voilà, je pense que comme tu dis, on part forcément de notre expérience personnelle. Moi, voilà, j'écoute beaucoup de métal et les gens souvent me disent « Non, mais c'est du bruit, c'est pas de la musique ». Donc déjà, ça m'a toujours questionnée, forcément. Mais après, il y a aussi cette dimension de l'atelier philo comme étant un lieu où on va essayer d'universaliser. C'est-à-dire que, ok, on parle de notre expérience personnelle, mais l'objectif, c'est surtout de traiter des questions universelles. Donc, quel que soit finalement le genre de musique qu'on écoute c'est pas ça qui importe dans l'atelier, c'est surtout comment on peut définir. Donc, j'ai fait le parallèle avec certains ateliers philo qu'on peut voir sur le thème de l'art, où on essaie simplement de savoir ce que c'est que l'art. Voilà, on va mettre, je sais pas, l'urinoir de Duchamp face aux élèves, on leur dit est-ce que c'est de l'art ou je sais pas, un tableau abstrait quelconque. Enfin, ça pose la question en fait. C'est un peu la même question. Finalement, qu'est-ce que la musique, qu'est-ce que l'art? C'est juste qu'on va être focalisé sur une forme d'art, quoi. Donc, je trouvais ça intéressant d'essayer de les décentrer de leur expérience personnelle, justement pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente commun, quels que soient les goûts et chacun. Après, on peut dire effectivement... Après, il y a un élève qui pose la question dans la trace sonore, il y en a un qui dit « Mais finalement, qu'est-ce que c'est que la musique? Est-ce qu'on a vraiment une réponse ?» Je ne pense pas qu'il y en ait une formelle et certaine, mais en même temps, il y a quand même des éléments caractéristiques. Enfin,
Voilà, donc l'idée, c'était vraiment plutôt de créer... Enfin, mon objectif, c'était pas tant qu'ils trouvent une réponse, plus qu'ils arrivent à construire des idées ensemble, à se rendre compte que les autres ensemble, se rendre compte des idées des autres, se rendre compte que finalement, ce qu'ils pensent eux, voilà, mettre un peu comment dire, en question leurs évidences, mais sans trop les bousculer non plus. Mais voilà, créer en fait cette initiation de démarche philosophique. En fait, c'était plus ça l'objectif, plus que le fond. Je sais pas si ça répond à la question, Mathieu. Oui. Mais c'est marrant parce que moi aussi, c'est une approche super traditionnelle en philosophie et que moi aussi, j'ai assez spontanément déposé des questions du type qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire de chercher une définition qui, par définition, est universelle et générale. Et en fait, depuis quelque temps, je me remets en question par rapport à cette approche-là, justement. Donc, c'est pour ça aussi que je pose cette question-là, en fait, à ce moment-là, parce que je me rends compte qu'en fait, autant c'est vraiment intéressant et nécessaire de s'interroger d'une manière de chercher la définition, autant je me rends compte que parfois, ça a ses limites et je me dis, en fait, ou en tout cas, on peut essayer de chercher d'être dans une approche définitionnelle ou dans une approche universelle, mais d'une autre manière qu'en cherchant des critères généraux ou des éléments objectifs généraux. On peut aussi y arriver en partant directement d'une expérience en première personne qui n'est pas forcément subjective au sens propre à moi et pas à vous, mais qui peut être celle de tout le monde, en fait, même si elle est en première personne. Donc, c'est pour ça que je pose cette question-là. Voilà. Mais, et puis surtout que ça me frappe par rapport à la musique, parce qu'il me semble qu'en effet, l'expérience qu'on fait de la musique, c'est vraiment une expérience qui n'est pas du tout de type définition. Ouais, et du coup, ouais. Par exemple, non, mais c'est intéressant. C'est le fait de... C'est l'écart qu'il y a entre... Quand on écoute de la musique, c'est vraiment une des premières choses qu'on sent, c'est le corps. Oui. Et le fait qu'on a envie de danser, de bouger, ou qu'on fait de la musique avec son corps, d'une manière corporelle. Et le fait que si on pose la question qu'est-ce que la musique en général, en fait, on va parler de plein de choses sauf du corps. Et voilà, donc c'est pour ça que ça me... Mais je trouve ça vachement intéressant, vraiment, ouais. Ouais, à l'occasion, si tu as en tout cas des idées sur justement peut-être cet autre point de départ, ça m'intéresserait qu'on échange là-dessus. Avec plaisir. Merci Mathieu. Je prends dans l'ordre des questions. Je vois qu'il y avait Nathalie à nouveau et Mina. Je ne sais pas laquelle. Peut-être Mina, comme tu n'as pas encore parlé, et puis et après Nathalie, ça vous va? Mina, je t'entends pas, par contre, c'est bizarre. Pourtant, ton micro semble activé. Non. Ouais, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je t'entends pas du tout, Mina. Je passe à la question de Nathalie, et puis du coup, là, j'arrive à te comprendre, tu vois, sans... Ok. Du coup, tant que tu règles ton problème technique. Du coup, Nathalie? Ok, merci. Et oui, mais justement, je voulais revenir sur ce que Mathieu a dit, où en effet, la musique, mais tout comme les autres formes d'art, on a un rapport très, très personnel à soi pratique ou à la relation qu'on va avoir avec elle. Mais en même temps, je pensais en même temps que Mathieu parlait aux musiques de films qui sont faites, et en particulier, j'avais les musiques d'Hitchcock, des films d'Hitchcock qui me revenaient, où je suis incapable de tenir devant un film d'Hitchcock dès que j'entends la musique, en fait, et je me cache. Et le but, là, dans ce cas-là, la musique doit bien faire ressentir quelque chose qui va nous être commun. On va tous réagir un peu de la même façon, alors à des degrés plus ou moins importants. Mais, et finalement, je me dis peut-être dans cet atelier que tu as fait sur le langage, est-ce un langage? Est-ce que là, on peut y trouver un langage commun? Est-ce que, voilà, on a un rapport personnel dans notre pratique, mais est-ce qu'on n'aurait pas,
Et je me demande aussi, quand tu disais que tu écoutes des musiques étrangères, enfin, d'autres cultures, d'autres pays, et c'est vrai que je me disais, mais est-ce qu'on ressent la même chose? Ce serait intéressant peut-être avec des musiques traditionnelles orientales et par exemple, voilà, on a des musiques dans certaines pratiques méditatives ou autres. Ouais. Quelle que soit notre origine, souvent on prend une musique plutôt qui vient d'Asie et enfin donc voilà. Je ne sais pas vraiment s'il y a une question, mais c'est vrai que voilà, Mathieu m'a fait réagir. Non, mais c'est intéressant. J'étais en train de rechercher du coup, parce que quand j'ai préparé cette séance, c'est exactement les questions que je me suis posées. Et d'ailleurs, Francis Wolff, dans son livre, il parle plutôt il fait la différence entre les humeurs et les climats. Alors, il faudrait que je relise bien, mais en gros, je crois que le climat, c'est vraiment ce qui est intrinsèque à la musique. Et qu'après, les humeurs, ça va plutôt être quelque chose, mais il faudrait que je relise bien. En tout cas, il y a une partie qui est intrinsèque à la musique et il y a une partie qui est vraiment subjective. Par exemple, il y a des musiques qui vont évoquer, je sais pas, des moments de jeunesse qui vont moi me parler, mais pas forcément à quelqu'un d'autre parce que je vais l'associer à un souvenir. Et puis il y a d'autres musiques qui, par leur nature même, vont créer quelque chose. Donc tu parlais des musiques de films où moi j'avais utilisé dans le dernier, j'avais énormément de mal à l'écouter. C'est une des musiques d'un film du Shining. Ah. Et voilà. Et du coup, c'est voilà, beaucoup d'aigus avec une arythmie. Et moi j'ai du mal à l'écouter parce que, alors même que je n'ai pas forcément peur, mais ça suscite quelque chose de particulier. Et il y a une étude assez intéressante qui a été menée par la National Academy of Science, qui a fait justement écouter différents sons à différentes sortes de cultures. Et ils se sont rendus compte que sur certains points, il y avait toujours ce côté, par exemple, la tristesse est toujours évoquée par des rythmes lents. Alors voilà, ou l'agitation, ou la joie, c'est plutôt des rythmes rapides. Enfin, il y a un côté quand même qui est lié à l'intrinsèque, mais c'est un peu entre les deux. Donc la question qu'on a essayé de voir, c'était est-ce que justement, bah déjà on a essayé de questionner c'était quoi un langage. Moi je voulais, est-ce que la musique peut vraiment communiquer quelque chose et si oui quoi? Donc ça ne communique pas forcément des mots au sens où on a des idées particulières, etc. Mais en même temps ça communique quelque chose. Donc c'est un peu un entre-deux. Et l'objectif, c'était vraiment de trouver un peu cet entre-deux-là, quoi. C'était pas de répondre à la question directement, mais c'était vraiment de trouver cet entre-deux dans la séance. Après, là, elle serait vraiment perfectible parce que j'ai pas été au bout bien de ma séance, mais ce serait vraiment intéressant. Et tu avais un temps limité aussi. Oui. Ouais. Merci. J'ai pas vu que Mina s'était reconnectée. Mathieu, tu as une autre question peut-être? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ah si, Mina, on t'entend. Attends, je sais pas d'où tu viens. Je me suis reconnectée, je n'apparais peut-être plus. Si, on t'entend un peu de loin, mais on t'entend. D'accord. Ah, de loin, d'accord. C'est bon, ouais. Je peux prendre la parole ou il y a Ben, du coup, oui, vas-y. D'accord. Alors déjà, je voulais te remercier. J'ai déjà écouté ta communication et j'ai grand plaisir à la réécouter. Et je me dis qu'il faudrait encore que je la réécoute parce qu'à chaque fois, je saisis des choses nouvelles tellement elle est effectivement très bien structurée. Elle m'avait déjà impressionnée la première fois. Merci. C'est très bien monté, très bien fourni et on te suit. On a envie d'être avec toi à l'atelier avec eux. On sent que tu as déjà un questionnement musical très... enfin, que tu te questionnes déjà sur la musique, clairement, que tu avais aussi affaire à un public aguerri sur la musique, et ça, c'est très agréable. Je pense qu'on peut aussi pratiquer un atelier comme tu le fais avec des enfants qui n'ont pas le même bagage. Moi, j'aurais voulu, en fait, t'inviter avec mon public. J'ai mes bonnes questions de financement, mais je ne perds pas espoir. Alors, pour rejoindre la question de partir du particulier vers le général, moi, je te rejoins dans cette idée de partir du général vers le particulier, parce que partir du particulier, c'est un peu compliqué, mais les ateliers philo partent du général et on en arrive au particulier. Un atelier sur la liberté, sur la peur, sur tout ce qu'on fait déjà, amène les enfants et le public à parler d'expériences personnelles à la troisième personne. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est que du coup, les émotions sont mises à distance. Et puis souvent, les expériences personnelles reviennent. Ils vont pas parler de la musique en général, ils vont dire, moi, quand j'écoute de la musique, voilà à quel moment, voilà ce que ça me fait, voilà. Et chacun va parler finalement de son expérience personnelle, mais voilà, à la troisième personne. Et j'aime cette idée-là, qu'on se rejoigne, parce que l'idée dans notre pratique, c'est quand même qu'on reste dans le groupe avec des partages d'expériences personnelles. Ne pas oublier ces deux points de vue, en fait. Et du coup, je te rejoins dans ce mode de pratique-là. Alors, effectivement, la musique, moi, je voulais t'inviter pour intervenir dans le cadre d'un cycle d'ateliers que je faisais sur le temps, parce que la musique, la temporalité, c'est juste
génial. Donc, par exemple, faire un atelier de philo sur le temps et inviter Manaïg pour parler de qu'est-ce que la musique et la temporalité musicale personnellement, en fait. Oui, effectivement, Oliver Sacks sur la mémoire, un atelier sur la mémoire et sur comment lui, sur des gens amnésiques, il prend une rythmique musicale qui réancre ces personnes qui ont perdu la mémoire sur une trame qui les réancre dans un réel. Ça, c'est passionnant. Et la rythmique, notamment, moi, du coup, je me suis inspirée de musique sur le temps, notamment Philippe Glass qui fait de la musique minimaliste, répétitive, pour étudier la question de la durée et du temps segmenté et de la durée qui est beaucoup plus long en fait, pour qu'ils puissent percevoir de manière sensible la temporalité, parce que le temps c'est une question de notion philosophique qui les déranger, qui leur posait question et qu'on peut traiter à l'infini. Et la musique, je trouve que c'est un très bon support pour aborder la mémoire, la question du temps, du passé, du présent, de la répétition, de la reprise qui n'est pas la même chose, etc. Donc je te rejoins complètement sur ça. Et il est question aussi de la réception de la musique, où quand tu prends un extrait musical, ça va susciter de la tristesse chez l'un, de la nostalgie chez l'autre, et peut-être même de la joie et de l'apaisement chez eux. Et ça, c'est intéressant. C'est les émotions que ça suscite à partir d'un même support. Et d'essayer de traduire ça et de mettre des mots sur ça. De conceptualiser, en fait, le moment sensible. Donc oui, voilà, continuant à discuter, parce que ça m'ouvre plein de perspectives. Je voulais plus faire des remarques qu'une question. Des questions, j'en ai plein, mais on en rediscutera. Merci encore pour cette intervention et merci pour l'intervention de chacun et chacune qui nourrissent le débat. Et j'ai presque l'impression que là, tu allais initier un atelier philo avec nous, tu vois, quand tu as commencé à dire « mais moi, Et si tu avais dit « et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Là, c'est fini, c'est un atelier philo. Merci, madame. Merci, Mina, pour ton partage. Ouais, effectivement, la question du temps, c'est intéressant parce que je pense que c'est bien de réfléchir effectivement comment ce type de séance, comme je voudrais essayer de l'exporter, je ne sais pas si on peut le dire bien, mais de le faire sur d'autres publics ou en tout cas de la pratiquer sur d'autres. Effectivement, l'inscrire dans un cycle avec le temps, ça peut être une super approche, complètement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Sophie, tu lèves la main, je te vois. Et il y a aussi Bruno. Alors, peut-être... et Sophie Caplin. Ah, on est plusieurs. Peut-être Sophie Caplin, comme elle n'a pas encore trop parlé. Ensuite, on fait Bruno et ensuite Sophie Chapelle, ça vous va? Je fais distributeur de parole. Sophie Caplin. Merci Manaïg, merci pour ce partage. Moi, je me posais la question, comme tu avais des élèves aguerris en musique, s'ils avaient fait un rapport entre... si le son était toujours une note et si les notes pouvaient partir sur le dernier atelier que tu as fait sur le langage, si la note n'était pas un langage universel, ne pouvait pas être un langage universel ils sont pas... aller là, mais je me posais la question par exemple par rapport à la tessiture de notre voix, on l'analyse, il me semble dans mon souvenir on analyse cette tessiture de voix et qu'on analyse par rapport à des notes et tous, me semble-t-il, même si c'est un bruit, le bruit peut être associé à une note ou une succession de notes, me semble-t-il. Donc je me demandais si les notes elles sont les mêmes dans toutes les musiques. Non. Alors en fait, parler d'universalité de ce point de vue-là. Mais alors ils sont pas allés jusque-là en tout cas dans la dernière séance. Sur la première séance, effectivement, comme c'était une séance un peu de conceptualisation, à un moment donné, j'avais comme question de la différenciation entre le son et le bruit. Et là-dessus, ils sont allés un peu sur ça. Mais c'était pas évident pour eux de faire cette distinction-là. Moi, j'avais en tête, mais évidemment, je n'aurais pas partagé ce côté que finalement, sur un son ou une note, alors on a plutôt effectivement une hauteur, une intensité, un timbre, alors que sur un bruit, on est quelque chose de moins défini, qui est plus difficile en termes de hauteur à quantifier. Donc voilà, mais du coup, c'était pas si évident que ça pour eux. Après, je pense que le fait de poser la question est intéressant parce qu'ils se la posent. Mais voilà, on n'est pas allé aussi loin quand même, j'avoue. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Okay. Si, merci. On avait dit, je crois, Bruno et après Sophie Chapelle, je crois, en termes de parole. Bruno? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien.
Tout à l'heure, on s'est posé la question du fait que les ateliers que tu as menés puissent être faits dans un autre environnement que dans celui d'un conservatoire. Moi, je me pose la question aussi par rapport en fait, à l'animateur. Est-ce qu'un animateur qui n'a pas... tu as beaucoup employé de termes techniques. Les questions aussi, on a amené beaucoup de termes techniques supplémentaires. Mais est-ce qu'un animateur qui n'a aucune notion musicale, enfin moi personnellement, ça me paraît difficile, je trouve. Je pense que... Alors, c'est génial, je trouve ça vraiment génial voilà, de faire rien que transformer un photolangage en sonolangage. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Mais est-ce que tu crois, toi, Manaïg, qu'il faut quand même avoir un minimum de culture musicale pour faire ce genre d'atelier? Alors, c'est une question, ouais. C'est une question qu'on m'a déjà posée à l'UNESCO. Et en fait, alors, je pense que c'est comme pour tout atelier philo. Évidemment, moi, en fait, encore une fois, je suis pas musicienne, on va dire, de conservatoire. J'ai pas les notions de théorie musicale du tout. Je suis très amatrice. Donc, j'avais quelques bases, mais clairement, les élèves étaient bien au-dessus de moi en termes de compréhension de théorie musicale. Donc, moi, je me suis plutôt mise à niveau par mes lectures, ma culture. Enfin, voilà, j'ai essayé de lire des choses. Je suis allée à la Philharmonie des enfants. J'ai lu énormément de choses. J'ai discuté aussi avec... j'ai aussi fait relire mes fiches à des professeurs de musique autres pour pouvoir être sûr que ce que je faisais ou ce que je disais était OK. Mais je pense que c'est comme pour tout sujet en fait de philo, quand on va se lancer dans un atelier philo sur la question du bonheur, il faut avoir en tête les différents courants de pensée qui ont été émis, les auteurs un peu clés qui ont donné un peu les idées pour construire notre trame de discussion, même si derrière on sait que quand on va la lancer, la trame, on sera face à l'imprévu des réponses des enfants. Mais comme pour toute activité d'atelier philo, faut forcément préparer, et il faut forcément cette étape de préparation, elle amène à soi-même prendre. Donc je pense que tout animateur qui est intéressé en tout cas par la musique ou qui a une appétence, moyennant du coup le fait de lire un peu des choses et de préparer beaucoup, je pense que c'est possible. Après, voilà, encore une fois, moi je suis pas musicienne, je sais pas lire une partition, je suis en train d'apprendre la rythmique depuis une semaine. Donc clairement, voilà, je suis pas du tout hyper calée, mais c'est parce que j'ai lu beaucoup de choses qui font que maintenant je commence à avoir un peu de vocabulaire. Mais comme ce que je fais, c'est quand je prépare un atelier sur le temps, ou là récemment j'en ai fait un sur le langage. Voilà, il faut relire, il faut se remettre dans les auteurs, il faut s'alimenter culturellement pour pouvoir avoir une trame. Donc je dirais que c'est un peu comme n'importe quel atelier philo, c'est beaucoup de préparation, quoi. D'accord. Parce au-delà du côté culturel, je trouve aussi que dans la musique, il y a des termes techniques. Oui. Tu vas me dire mieux que moi, mais il y a des termes techniques qu'on est peut-être aussi obligé d'acquérir. Ce n'est pas une obligation, mais qu'on doit connaître pour pouvoir se lancer dans un atelier musical, en fait. Alors oui, en partie, mais c'est peut-être... après, il y a aussi, moi j'avais l'enseignante de formation musicale avec moi, hein. Donc c'est-à-dire que si jamais les élèves commençaient à dire des choses que moi-même je comprenais pas parce que j'avais pas assez de technique, j'aurais eu le secours de l'enseignante qui, elle, pour le coup, voilà, j'avais cet appui-là aussi. Donc effectivement, la question que tu poses est intéressante, parce que quand je vais me retrouver... après, si je me retrouve dans un public face à un public qui n'est pas musicien, j'aurais peut-être pas ce type de questions. Mais bon, j'aurais plus d'enseignante aussi secours avec moi. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a un vocabulaire technique. Après, ça dépend du contexte, quoi. En conservatoire, je pense que c'est important d'avoir l'enseignant, si on n'est pas musicien, d'avoir l'enseignant qui est présent. De toute façon, moi, j'aime toujours avoir une personne de référence quand j'anime. Mais ouais. Ça répond à la question? Oui, c'est bon. Merci. Il y avait Sophie, du coup, qui avait une question. Et après, je vois qu'il y avait Véronique. Sophie? On t'entend pas? Il y a ton micro. C'est bon, voilà. Moi, c'est pour un peu reprendre la remarque de Mathieu. En fait, par rapport à cette arrivée dans l'institution musicale, mais je pense que ça peut aussi se faire dans les arts plastiques. Ça me fait penser un peu à ce qu'en art-thérapie, on appelle, il y a d'un côté la musique passive et la musique active. Et toi, tu as parlé tout à l'heure d'envisager aussi des pratiques sensorielles.
Et à mon avis, ta proposition, en fait, pourrait se décliner en 2 temps, c'est-à-dire un premier temps, effectivement, où on est dans une universalisation de l'idée de musique, etc., avec ce temps de parole et sonolangage formidable, qui correspondrait plutôt à la musique passive, qu'est-ce que ça me fait, etc., qu'est-ce qu'on peut en dire tous ensemble. Et en même temps, moi, c'est ce que j'expérimente au sein du conservatoire, justement, c'est véritablement des expériences musicales où, d'une certaine façon, tout ce que nous avons dit et pensé, et nous, on l'extrapole avec d'autres sujets, vont être expérimentés par le corps. Et là, d'un seul coup, dans un monde, on va dire, utopique, il faudrait presque que dans les institutions artistiques, il y ait cette place-là pour une pratique philo-artistique qui permettrait finalement de s'interroger, mais aussi d'expérimenter. Parce qu'effectivement, comme dit Mathieu, l'expérimentation permet aussi d'aller au-delà d'une catégorisation qui va être trop abstraite. Bien sûr. Parce que, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de musique électroacoustique. On peut penser que, mais quand on l'expérimente et qu'on joue avec cette matière, on se rend bien compte qu'à partir du moment où il y a intention, agencement, mais à quel moment on est véritablement dans l'intention. Et ça, c'est par l'expérimentation qu'on peut évidemment se dire, voilà, là, je suis vraiment dans une intention. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est l'expérience qui, à un moment, va aussi nourrir la pensée conceptuelle et abstraite. Et à mon avis, de faire les deux, c'est assez génial. Alors là, c'est moi qui ai une question pour toi, puisque du coup, ça reprend un peu la question de Bruno, c'est que moi, je me posais la question des compétences pour faire ça, parce que je me suis interrogée sur justement, je me suis dit, c'est trop bête, j'ai des musiciens, il faudrait qu'ils pratiquent, etc. Bon, c'était difficile à mettre en place, mais justement, est-ce que là, ça ne demande pas certaines compétences? Oui, comment, oui, là, c'est vraiment, moi, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il faut une double compétence artistique et en même temps philosophique. Mais franchement, bon, maintenant, ça fait moi 5 ans que j'expérimente, et je vois véritablement à quel point il se passe quelque chose dans le faire musical qui va donner corps à même des sujets qui vont au-delà du purement musical. Voilà, donc juste, c'est finalement ce que tu donnes, c'est déjà une super ouverture et en fait, les institutions devraient pouvoir creuser, peut-être avec des partenariats, avec des enseignants ouverts, avec une vraie formation qui permet de faire, d'avoir une approche philosophique et en même temps une expérience, peut-être un binôme, pourquoi pas. Voilà, c'est des… En tout cas, personnellement, avec mon expérience, j'en suis de plus en plus convaincue. Ok, à l'occasion, il faudra qu'on prenne le temps d'échanger un peu sur cette pratique. Moi, pour le coup, c'est ça qui j'aimerais bien voir et comment on fait pratiquer. Tu vois là, la porte est ouverte. Ça marche, c'est noté. Merci, Sophie. Véronique, et puis après, on va avoir peut-être, on va clôturer vers 17h pour ne pas vous prendre trop de temps sur le week-end quand même. Merci de vous être connectés. Véronique. Merci Manaïg, merci à tous, c'est vraiment super intéressant. Alors pour ma part, je pratique de la musique depuis de nombreuses années. Mon instrument est celui de la voix. Alors forcément, le rapport au corps, quand on chante, il est extrêmement important. Et par rapport à ce que vous venez de dire, oui, je crois qu'effectivement, à partir d'un moment, il faut s'appuyer sur les connaissances d'un professionnel. Mais là, pour travailler avec quelqu'un qui bosse à l'opéra, je peux vous dire que le corps, il est tout le temps là. Et même sa manière de nous faire travailler, en fait, ça nous fait aussi nous poser des questions. Pendant le Covid, on s'est posé par exemple des questions de l'engagement. Comment, avec un masque, on peut chanter, on peut montrer qu'on est engagé. Donc voilà, je pense qu'on peut déjà montrer beaucoup de choses. Par rapport à la question, est-ce qu'on peut en faire ailleurs? Alors moi, j'en suis carrément persuadée. Et même si à un moment, les jeunes, ils en savent plus que nous, c'est génial. Ça leur donne justement l'occasion. Nous, en fait, ce qu'on doit assurer, c'est la posture de l'animateur, en fait, la visée philosophique de la discussion. Mais si ça donne l'opportunité aux jeunes de nous expliquer des choses sur la musique, mais je trouve que c'est encore plus fantastique. Voilà. Et puis peut-être même qu'ils nous feront découvrir des choses. Donc ça, je trouve ça bien. Et moi, ce que je trouve génial, en fait, c'est de philosopher sans mots. Enfin, en tout cas, en partant justement de quelque chose, la musique, pour moi, c'est… Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Et c'est un petit peu ça, en fait, des fois, quand on voit des films, on a envie de faire un arrêt sur image. C'est pour ça que j'aime bien la peinture, parce qu'on peut prendre le temps de regarder.
la musique, en fait, on se laisse embarquer. Voilà, on n'a pas vraiment le temps. Donc, je trouve ça génial de partir de quelque chose, justement, de complètement immersif et de prendre justement le temps de faire un arrêt sur, pas sur image, mais faire une pause, justement pour réfléchir à tout ça. Donc, c'est très inspirant. Et voilà, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais en tout cas, merci Manaïque de m'avoir pris 1h30 de mon dimanche. Avec grand plaisir. Merci Véronique pour ton retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Une dernière, et puis après, on va profiter du soleil pour ceux qui en ont. Non, je ne sais pas. Bon. En tout cas, merci à tous et toutes de votre présence, de vos retours. C'est super riche, c'est super intéressant. J'étais un peu angoissée de représenter ça, mais du coup, ça me conforte dans l'idée que c'est important de partager, quand bien même les expériences sont toujours perfectibles, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir plein d'échanges, c'est hyper riche. Donc, merci beaucoup. Voilà. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me recontacter si besoin. Vous trouverez mes coordonnées avec la Maison de la Philo Louviers. Voilà. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore dans la Maison de la Philo, 1001 Maisons de la Philo aussi, on va faire d'autres événements. J'ai plus en tête la programmation, mais voilà, on va continuer à faire peut-être des choses comme ça pour avoir des temps de partage aussi. Voilà. Et merci à toutes et tous. Je vais essayer de mettre ce webinaire à dispo si j'y arrive en replay. Voilà. Merci beaucoup. Merci.